Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui a commencé sa carrière la tête dans les étoiles, mais vraiment littéralement. C'est un ancien ingénieur aérospatial, il s'appelle Thomas Rodrigue et il pilotait des trajectoires de satellites avant de réaliser que le système le plus complexe et bien sûr le plus passionnant à piloter, c'était l'humain. Thomas est aujourd'hui le COO et le cofondateur du Temple RH. Et il apporte sa rigueur de scientifique pour transformer l'IA et l'automatisation en véritable levier stratégique. Pour lui, l'IA n'est pas un simple gadget pour rédiger des mails plus vite, c'est une architecture qui doit permettre à nous RH de reprendre de la hauteur. Et Thomas est aussi le cofondateur du Festival RH, spoiler, le 1er et 2 octobre 2026. Et donc Thomas prône une vision claire, la technologie est claire, mais c'est l'humain qui décide. Salut Thomas et ravi de t'avoir sur le podcast. Salut Florent, je suis ravi aussi d'être ici aujourd'hui, merci beaucoup pour ton invitation. Écoute, comment tu vas ? Ça va très bien, écoute, je suis content, en plus on arrive vers les beaux jours, tu vois, on vient de finir une phase un peu pluvieuse, là moi je suis à Strasbourg, mais écoute, le soleil arrive, donc je suis content. Bon, écoute, alors tu vois, à Rennes, t'as la météo, on a la météo avant Strasbourg, c'est pareil, on a vécu 1 mois et demi d'enfer. Et pourtant, Dieu sait si je suis habitué à la pluie, mais là, c'était vraiment du niveau plus. Et là, je suis content. J'ai même, je raconte ma vie, mais j'ai même mangé en terrasse ce midi au mois de février à Rennes. Truc de fou. Donc, ça fait plaisir. Ouais, il y a quand même un petit problème sur la planète, mais c'est ainsi. Bon, on va pas trop parler météo, mais on va quand même parler un peu de ciel et d'espace en tout début d'épisode, parce qu'effectivement, comme je disais, aujourd'hui, tu es dans l'univers RH, on va y revenir évidemment, on va parler d'IA, on va parler d'automatisation, mais tu as passé 10 ans à ajuster des trajectoires de satellites pour le CNES et dans l'aérospatial. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, évidemment, et surtout, quel était ton déclic qui a fait que tu t'es dit à un moment que ta propre trajectoire n'était plus la bonne ? Ouais, bien sûr. Alors effectivement, j'ai passé le plus clair de ma carrière à faire de l'ingénierie spatiale. Ça s'est présenté assez naturellement à moi, hein. Finalement, moi, j'ai fait maths sup, maths spé, hein. J'ai fait une grande école, en tout cas, près d'ingénieur. Je sais qu'on vient du même type de formation. D'ailleurs, Florent, on en avait discuté. J'ai fait des maths et de la physique et de l'informatique. Et donc, c'est assez naturel. Moi, je suis originaire de Toulouse, donc la vie de l'aérospatiale, ça me connaît. Mon papa a travaillé toute sa carrière chez Air France, en fait, hein. Donc, c'est quelque chose qui me parlait. J'avais toujours eu envie d'aller vers ce secteur-là. Et donc, c'était assez naturel. Je fais mon stage de fin d'études et puis je suis rentré dans ce secteur-là. D'abord comme ingénieur logiciel, hein, donc faire du développement assez classique. Et puis sur des missions opérationnelles. Donc en fait, c'est vraiment comme on le pense à la NASA derrière les grands écrans. On fait des calculs, il y a les écrans dans les grands écrans, les personnes derrière les grands écrans noirs qui tapent des commandes, des lignes de code et qui font des choses et qui font des vrais lancements de satellites dans des fusées. Donc c'était vraiment ça mon rôle. Et en fait, alors j'ai adoré ce monde-là, mais c'était quand même très éprouvant, très technique, très demandant aussi en termes de ressources et d'énergie pendant le Covid.
Moi, j'étais à l'extérieur à travailler, de jour comme de nuit, jours fériés inclus, sur des 3-8. Et donc, au bout d'un moment, j'en suis arrivé à un stade de ma carrière où je me suis dit, j'ai quand même envie de voir autre chose parce que à côté de tous ces logiciels, il y a des humains pour les maintenir et les utiliser. Et donc, j'ai envie de voir si je peux pas aller beaucoup plus vers l'humain. Donc, c'est comme ça que ça s'est, la bascule s'est un peu faite. J'ai eu un changement de vie aussi. J'ai ma compagne qui a souhaité trouver son premier travail. Pour le coup, ma compagne qui est aussi dans les RH, qui est recruteuse, élargir un peu Ah, ses ok. horizons. Voilà, on vient, on s'y retrouve finalement à la fin. Et puis, eh ben, on est parti à Strasbourg. C'est l'opportunité de travail qu'elle a trouvée. Moi, je l'ai rejoint. C'est un moment où je me suis dit, j'ai envie de plusieurs choses. Changer effectivement de système, donc travailler plutôt avec des humains, prendre du temps pour moi, changer de vie, changer de décor et peut-être me lancer à mon compte, être entrepreneur. Voilà, c'est quelque chose que j'avais pas fait jusque-là, mais qui s'est présenté. Et donc, pourquoi Florent, la RH? Ben, c'est venu, on va dire, en deux temps. Je me suis dit, je remarque quelque chose, quand je suis en entretien, les recruteurs posent de temps en temps de mauvaises questions, ça se passe pas bien et je le remarque en tant que candidat. Je pense qu'il y a un truc à faire, il y a un truc à changer. Je donnais aussi des cours en parallèle en école d'ingénieur, sur du développement logiciel et les jeunes me disaient, Thomas, que tu peux revoir mon CV, ma lettre de motivation. Et j'ai bien aimé ça. Et ça marchait bien. Ils me disaient, ah tiens, trop bien, j'ai décroché après le poste. Le stage, c'est super, merci beaucoup. Je me suis dit, tiens, si j'allais dans ce secteur-là, et que d'abord je travaillais l'employabilité des jeunes. Voilà, donc en fait, c'est le premier pas dans la RH. Ça s'est fait un petit peu comme ça. J'ai commencé par cet aspect-là de mon côté. Et quand tu étais ingénieur, si tu te replonges dans tes années, Ouais. quelle image, quelle vision tu avais de la fonction RH? Est-ce que tu la connaissais au-delà de l'avoir rencontré peut-être dans le process de recrutement? Est-ce que tu l'avais rencontré ensuite? Quelle image tu avais de la fonction RH à l'époque? Waouh, je suis désolé, je vais dire des trucs, ça va. Je pense que ça fera pas plaisir, mais je vais quand même être honnête parce que je pense que c'est important de l'être. Moi, je voyais ça comme les personnes qui vont m'envoyer les bulletins de paie à la fin du mois et répondre à mes questions. Et quand ça marche pas, qui j'allais pouvoir demander des choses. Et si je n'étais pas content, j'allais pouvoir le dire. C'était vraiment comme ça. Donc, je suis bien content de m'être trompé, tu vois, des années après et d'être de l'autre côté, en tout cas, du rideau. Mais c'était comme ça que je le voyais. Et comme en plus, je bossais dans des horaires 3-8 jours fériés, dépasser la durée légale de temps de travail. Moi, je me disais, bah, ça va pas marcher parce qu'il va falloir que les RH fassent des choses, mais c'est leur problème et au pire, ça marche pas, j'irai les voir. Voilà. Donc, moi, je voyais ça vraiment comme ça et je l'ai dit juste avant, côté recrutement, je le voyais comme des personnes qui posent des questions et souvent des mauvaises questions. Voilà. En me disant, je pense que j'aurais fait différemment si j'étais à leur place et spoiler, non, c'est pas facile. J'ai essayé d'être dans la peau du recruteur quelques années après et franchement, ça s'improvise pas et je leur tire mon chapeau. Voilà. Et alors, du coup, est-ce que tu penses que ton regard extérieur, quelque part, parce que t'es pas, comme moi, t'es pas RH de métier, tu es ingénieur de formation, mais Ouais. est-ce que ton regard extérieur était quelque part ta plus grande force ou ton plus grand défi aujourd'hui? Comment tu le positionnes, ce sujet? Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Je dirais force parce que justement, maintenant que j'observe, j'ai observé du monde extérieur peut-être des dysfonctionnements qu'il y a pu avoir ou des choses qu'on aurait pu changer dans la façon d'être plus efficient dans ce qu'on fait dans les systèmes RH. Je pense que j'ai pu apporter à mon niveau, bien sûr, ma pierre à l'édifice et peut-être ma réflexion. Donc de dire effectivement, bah, peut-être que on pourrait faire mieux que travailler avec des fichiers Excel qui sont un petit peu obsolètes et qu'on n'arrive pas à maintenir dans le temps. Il y a des outils qu'on peut brancher, on va en parler après, il y a des automatisations, il y a des systèmes qui tournent tout seuls. Et ça, c'est le background que j'ai en tant qu'ingénieur. Donc je me suis dit, je peux apporter un regard un peu plus technique sur des compétences que les RH a priori n'ont pas. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Ouais, ok, très très clair. Alors, tu rencontres Maud Grenier, un, je sais pas quand c'est, en Ouais, 2022, 2023, quelque chose comme ça. 2023. Comment ça s'est passé cette rencontre? Comment vous êtes rencontrés? Quel hasard a fait? Je crois que Maud en plus elle vit pas à Strasbourg du tout. Donc comment vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous avez matché et vous êtes dit ensemble on va créer le temple RH? Alors, c'est incroyable, mon outil préféré, c'est LinkedIn en fait, c'est mon réseau social numéro un Ok. favori. C'est grâce à LinkedIn. Maud avait fait, pour l'anecdote, un post à ce moment-là en disant qu'elle avait un projet pour aider les alternants à trouver une alternance à l'étranger. Voilà. Et qu'elle avait fait un site de mise en relation avec l'entreprise et qu'elle devait l'arrêter à contre-cœur parce qu'elle avait plus le temps pour s'en occuper, elle était sur d'autres projets. Et moi qui étais, comme je l'ai dit, sur un projet plutôt d'aide aux étudiants à ce moment-là, j'ai dit, tiens, si je la contactais, moi, j'ai peut-être envie de faire quelque chose avec ce site-là de mise en relation. Donc on s'est parlé, on s'est très bien entendu, mais elle m'a dit,
je suis désolé, c'est finalement, je vais pas te le confier, j'ai trouvé quelqu'un d'autre entre-temps. Donc voilà, ça s'est trouvé dans la synchronicité, pas être le bon moment. Mais elle m'a dit, je voudrais qu'on se reparle parce qu'effectivement, j'ai bien aimé l'approche que tu as eue et je pense qu'on a peut-être quelque chose à faire ensemble au-delà de ce projet. Et c'est comme ça que ça a commencé. On s'est revu un peu par hasard dans un événement LinkedIn, encore une fois, de créateurs de Ok. contenu en me disant, ah, ben tiens, tu es là. Ah oui, on a des copains en commun, c'est marrant. On connaît les mêmes personnes à Paris. Bon, bah, c'est super, on a reparlé. Et là, on s'est dit, bon, bah, le côté, on va dire, aider les étudiants, finalement, on l'a un petit peu lâché de notre côté parce qu'on voulait voir autre chose. Si on aidait les entreprises à mieux recruter. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. C'est là que on a commencé à bâtir une histoire commune et que le Temple RH après est né quelques mois ensuite. Ok. Du coup, tu peux nous raconter un peu l'aventure du Temple RH et puis quelque part aussi l'aventure du festival. Enfin, comment ça s'est passé tout ça dans vos têtes, tous les deux? Ouais, ça a commencé pour tout te dire, Florent, par le festival. On s'était trouvé un week-end à la Maison des Créateurs. Je sais pas si tu connais hein, de Kylian Taline, Non, je là, connais qui est pas. Non. proche de chez Mode, justement, proche de Bordeaux, en tout cas. Et donc, on s'est retrouvés dans la forêt comme ça, avec des cabanes en bois, et on était plusieurs à ce moment-là. Et Mode, une soirée, il me dit le souhait de dire, en fait, moi, j'ai envie de rassembler les RH. Il n'y a pas grand-chose qui est fait dans ce sens-là aujourd'hui. Pourquoi on ferait pas un truc qui est à la fois fun et à la fois où on puisse apprendre et se retrouver, type un festival. Et donc on l'appellerait le festival RH. Voilà, ça a été lâché comme ça. Je te parle de ça, on était fin 2023 encore, donc rien n'était fait. C'était vraiment un an avant l'événement qui a vu le jour. Et c'était même avant la naissance du Temple RH, ce truc-là. Donc c'est de dire, on a commencé à Ok. construire une histoire, d'abord par l'événementiel, en disant, on va rassembler, parce que effectivement, on le sait, les RH se disent en épuisement professionnel, 6 sur 10 se disent en épuisement professionnel, beaucoup disent manquer de temps, de ressources, et avoir envie aussi de retrouver des pairs. Donc ça a vraiment commencé comme ça. Et en suivant, effectivement, on s'est dit, bon, en fait, c'est pas que de l'événementiel, on veut construire une vraie histoire, parce que le deuxième aspect, au-delà de se retrouver, c'est d'avoir des outils et de se former aux nouvelles compétences parce qu'on trouve que les compétences aujourd'hui RH, elles sont un peu poussiéreuses et qu'il faut un peu aller au-devant et maîtriser par exemple une nouvelle technologie. Et donc, formons peut-être une école pour les RH. On va faire des formations. Il y aura un pôle événementiel, il y aura une formation. Et c'est là qu'est né le Temple RH. Pourquoi Temple? Parce que toujours dans cet aspect de rassembler, d'être communautaire, d'être ensemble, mais d'apprendre. Et donc, c'est né en fait dans un deuxième temps quelques mois après. Donc, si tu veux, dans l'histoire, ça s'est fait en 2 temps, mais le festival, c'est vraiment la première brique qui a été créée. Ok, très très cool. Alors, on va zoomer ensemble sur le temple et puis surtout tes actions autour de l'IA, l'automatisation. On entend beaucoup le mot IA, moins le mot automatisation d'ailleurs. Avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, c'est quoi la différence, toi, que tu fais, Thomas, entre l'IA, ce que je dirais que tout le monde connaît aujourd'hui, l'IA générative, que ce soit ChatGPT, Perplexity, Gemini, enfin, ce qu'on veut, et puis l'automatisation. À mon sens, c'est pas la même chose, mais j'aimerais toi t'entendre là-dessus. Ouais, bien sûr. Alors, c'est pas exactement la même chose, effectivement. L'IA, ça peut servir effectivement à générer des choses, mais c'est de façon, on va dire, automatique, intelligente et presque autonome. On peut donner un certain degré d'autonomie si notamment on parle de ce qui se fait le plus récemment, les agents IA. C'est des systèmes qui raisonnent une fois qu'on les a préparés de façon autonome. Voilà, et qui vont faire des choses, on va leur dire, voici tes entrées, débrouille-toi et amène-moi vers un objectif. Ça va être plutôt la partie IA. Une automatisation, la vraie différence, c'est que c'est un système qui est aussi autonome, mais qu'on va devoir un petit peu chapeauter et préparer finement, qui ne peut pas agir sans nous, véritablement. C'est un système que j'appelle à chaque fois que j'en parle déterminé ou déterministe. Ça veut dire, te donne une étape A, tu vas suivre un chemin B, C, D, E, F, et tu vas arriver au résultat. L'IA, on va lui dire, tu as A, ce qu'on te donne au départ, tu dois arriver à Z, et tu vas te débrouiller pour faire le chemin. C'est vraiment ça la différence fondamentale entre les deux. Une automatisation n'a pas forcément besoin d'IA, elle peut en avoir dans son schéma, mais en général, elle n'en aura pas besoin. C'est là où on fait vraiment la différence. Donc si je donne un exemple très concret là-dessus, l'IA par exemple, et si on donne un exemple d'agent, ça va être répond à des questions de collaborateurs que je reçois en direct et adapte-toi à la question pour fournir la bonne réponse. Une automatisation pure, ça va être quand quelqu'un arrive dans ton entreprise, toi RH, conditionne un système qui va envoyer un email d'onboarding avec peut-être des documents d'onboarding. Eh ben, comme c'est tout le temps la même chose, on va dire bah, d'abord envoie tel email, puis tel document, puis donne tel accès. C'est quelque chose qui est vraiment déterminé et il n'y a pas besoin d'IA pour le faire.
Ok, ok. On va venir sur ton premier exemple et puis on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Euh, on a un peu préparé l'échange et tu m'as dit, et j'ouvre les guillemets, je te cite, hein, Thomas, que les systèmes logiciels sous-tendent le monde. Et pourquoi? Moi, ma question, c'est pourquoi aujourd'hui la fonction RH est-elle souvent quelque part la dernière roue du carrosse en termes de système? Ouais, et je pense que la question elle est légitime parce qu'effectivement, pour moi tout est système. En entreprise, Mm. dans le monde, c'est des systèmes entre les hommes et les machines et ça a toujours fonctionné comme ça et je pense que ça fonctionnera, toujours de cette façon-là. Pourquoi les RH sont les dernières à être servies, véritablement, je pense, c'est parce qu'elles manquent de temps. Et c'est un peu un crève-cœur de le dire, mais elles ont beaucoup de choses à faire dans leur journée. Elles ont à la fois un rôle admin, un rôle stratégique, un rôle humain, un rôle aussi parfois business. Et donc, finalement, qu'est-ce qui reste comme temps pour mettre en place des systèmes pour se servir soi-même quand on sert les autres? Donc, je pense que la véritable raison, c'est celle-ci, c'est de trouver du temps dans leur semaine qui est surchargée pour passer du temps Mm. à faire des choses pour elles, à prendre en place, à prendre en main des outils digitaux. Ouais. Moi, je trouve que, enfin, peut-être que je me trompe, hein, vous me direz, cher auditeur, chère auditrice, si je dis des bêtises, mais que je trouve que beaucoup du RH aujourd'hui, en tout cas de plus en plus de RH utilisent l'IA. Il y a pas de, je sens pas de RH réfractaire à l'IA, mais en tout cas avec les gens avec qui j'échange. Par contre, ils l'utilisent beaucoup pour rédiger un mail, résumer une réunion, un échange, un entretien. Euh, et je pense que c'est insuffisant. C'est un bon début, mais c'est très insuffisant. Et pourquoi tu te dis, toi, que c'est peut-être un piège de considérer l'IA comme un simple outil ponctuel? Ouais, c'est un piège parce que pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, c'est très bien de commencer par l'IA générative hein, pour Ouais. s'aider notamment dans de la rédaction pour gagner du temps. Mais en fait, tout ça, ça va pas s'arrêter d'évoluer et ça va accélérer, ça va aller encore plus vite. Donc en fait, quelque part, c'est se dire aujourd'hui, j'utilise l'IA générative pour m'aider à rédiger des documents, alors que je pourrais faire tellement plus pour gagner tellement plus de temps. Donc ça, c'est un petit peu la première raison. Et finalement, c'est se retrouver dans un contexte où je suis un petit peu sous tension toujours à me dire j'ai des tâches que je dois faire de façon unitaire, répétée, enfin tous les jours, sans vraiment de réflexion derrière, et je ne prends pas le temps de construire un véritable système qui me permet de gagner du temps sur tout ce qui est tâches répétitives, tout ce qui va me faire gagner du temps dans mon quotidien, et je fais pas ce travail-là. C'est-à-dire, je suis un utilisateur d'un outil et je suis pas un architecte, un concepteur d'un système pour véritablement être aux commandes d'un pôle RH augmenté. C'est ça pour moi la problématique à utiliser l'IA comme un outil et non pas comme un système, parce qu'on le voit déjà avec le peu de récence qu'on a sur le sujet, que sont les agents IA. On peut faire déjà en RH énormément de choses, et ne serait-ce que je reprends cet exemple, répondre par email ou sur des canaux d'équipe, sur Teams, sur Slack, comme un autorépondeur à des questions qu'on reçoit tous les jours en tant que RH. Et ça, c'est des heures épargnées si on le fait à la semaine ou au mois en tout cas. Ok. Dernière petite question sur l'IA générative, et puis après on part sur l'automatisation. Aujourd'hui, on a ChatGPT, on a Claude, on a Gemini, Ouais. on a Mistral, et j'en oublie forcément. Copilot. Moi, j'utilise pas Microsoft, mais il y a Copilot. Euh, Aujourd'hui, quand je suis RH, comment je dois choisir quelque part mon LLM de référence? Alors, le LLM, Ouais. c'est, tu peux expliquer ce que c'est, hein? Ouais, je vais expliquer un peu. Donc, Large Language Model, c'est quelque part le système qui est basé derrière ce qu'on appelle IA, qui va comprendre les mots que vous lui dites pour les transformer, comme en géométrie on faisait au collège, en un vecteur. Et en fait, il va produire de façon probabiliste le vecteur le plus probable qui doit vous répondre en sortie, c'est-à-dire la chose la plus proche de ce que vous avez demandé. Et donc ça, c'est un LLM, c'est interpréter ce que vous dites et qui vous sorte une réponse la plus probable. Donc aujourd'hui, comment est-ce que, Florent, on fait le choix? Effectivement, il en existe plusieurs des LLM. Donc effectivement, tu as pu en citer. On a le ChatGPT, hein, le modèle d'OpenAI. On va avoir Claude, on peut citer Gemini, on peut citer Copilot, on peut citer Mistral aussi. Moi, j'ai envie de dire, ça dépend effectivement de vos besoins et de vos contraintes d'entreprise en tant que RH. Parce que, on le sait, les modèles américains, effectivement, vous allez potentiellement utiliser des données
personnel en RH et ça passe pas très bien parce que vous envoyez vos données à l'étranger. Donc déjà, ça peut déjà vous brider sur le choix des modèles étrangers. Vous pouvez vous dire, bon, bah, effectivement, les modèles qui sont français, qui sont intéressants, ça va être par exemple Mistral, qui va être un bon candidat. Deuxièmement, ça va être les cas d'usage que vous allez avoir. Tous les LLM ne sont pas aussi performants. Aujourd'hui, ChatGPT et Claude sont en avance sur la capacité de raisonner, de traiter des demandes complexes et de fournir des retours en tout cas tout aussi complexes. Typiquement, l'IA de Microsoft ou l'IA de Google, Gemini, sont un peu moins avancées sur ces choses-là. En revanche, elles sont plus compatibles avec une utilisation, on va dire, d'outils interconnectés. Si on est dans la suite Microsoft, eh ben, on a de bonnes, en tout cas, chances de devoir utiliser cet outil-là parce qu'il va être connecté à tout ce que on a en termes de documentation, en termes d'outils. Donc c'est plutôt un choix judicieux. Si on est sur la suite Google, bah, c'est peut-être bien d'avoir Gemini parce qu'il va pouvoir voir l'ensemble des fichiers qu'on a, accéder aux emails. Et donc, c'est aussi un choix architectural finalement qu'on peut se faire. Donc, ça va se faire, on va dire, à deux niveaux. Est-ce que on a un besoin fort de sécuriser les données? Est-ce qu'on a un besoin fort d'interconnecter des outils dans une gamme d'outils qu'on a déjà? C'est un peu ça les choix pour faire son marché dans les LLM. Ok, très clair. Alors, maintenant, je suis RH dans mon entreprise. On va se mettre dans la situation d'un RH de PME qui est des fois seul ou quasi seul. Comme tu dis, souvent débordé avec X missions tous les matins. Et puis quand il part le soir, il y a encore plus de missions, même s'il a essayé de vider la to-do list, ça s'est rempli plus vite qu'elle n'a été traitée. Par quelle étape on doit commencer pour automatiser la RH sans se noyer non plus dans l'automatisation? Par quoi on commence? Alors, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on code? Comment on fait, quoi? Non, justement, il faut pas faire ça. Et alors ça, c'est un réflexe d'ingénieur et c'est aussi ça que j'ai tout à l'heure. J'amène ce truc-là, c'est parce que on code jamais, même quand on est en tech, on commence jamais par là. C'est la pire erreur qu'on peut commettre. Il faut auditer et cartographier ce qu'on a envie de faire. Il faut poser sur un papier, même sur une feuille, mais c'est aussi simple que ça, ce qu'on a envie de faire, quel est l'objectif. Donc moi, je dis souvent, on le fait d'abord en français. On écrit ce que j'appelle un workflow, c'est-à-dire quel en fait cheminement je vais avoir avec mon automatisation. Typiquement, si je reçois un email, je veux envoyer une notification à un manager. Voilà, ça peut être ça mon workflow en deux étapes, c'est très simple. Et ensuite, une fois que je l'ai compris, je vais pouvoir passer à me dire, ok, de quels outils j'ai besoin. Donc on est toujours sur le papier. Et je reçois un email, et c'est ma boîte Gmail, c'est ma boîte Outlook, voilà, c'est l'outil que vous utilisez. J'envoie une notif, c'est quoi une notif? Est-ce que c'est finalement un message sur Teams? Est-ce que c'est notre outil? Voilà, c'est quels outils je vais devoir interconnecter. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je peux passer à développer mon automatisation. Donc de prendre un outil qui va faire le lien entre ces différents outils. Donc c'est un outil global qu'on appelle un orchestrateur dans le jargon, pour pouvoir véritablement, entre guillemets, programmer mon automatisation. Mais si je passe pas du temps à comprendre ce que je veux faire, je vais certainement me planter sur comment le faire. Donc il faut surtout pas rater cette première étape d'audit et de cartographie de mon besoin. Définir le besoin, je pense qu'on est d'accord tous les deux, Florent, c'est ce qu'on nous apprend en premier à faire quand on est ingénieur, et moi c'est ce que j'invite les RH à faire. Est-ce que tu as une méthodologie particulière? Est-ce que tu as un référentiel que tu utilises? Comment que tu fonctionnes quand tu accompagnes, toi, une entreprise? Ouais, alors effectivement, on en a baptisé un au Temple RH qu'on a fait exprès pour les RH qui s'appelle Opti. C'est facile à retenir comme optimiser. Le O, c'est vraiment ce que je disais, c'est observer. Donc, c'est de dire, je fais le listing de toutes mes tâches RH dans mon quotidien de façon exhaustive sur tout ce que je fais. On peut aussi le catégoriser par famille RH, donc tout ce que je fais en recrutement, tout ce que je fais en admin, tout ce que je fais en gestion du personnel. Bon, il faut vraiment être exhaustif. La deuxième lettre ensuite, c'est le P. Je vais pondérer, je vais me donner deux critères. Donc je vais me dire, ok, à quel point ça a de la valeur ajoutée, donc c'est-à-dire à quel point c'est central dans mon rôle au quotidien. On attend de moi cette mission en tant que RH en entreprise typiquement. Donc ça, c'est, je mets un curseur, je note entre 1 et 5. 1 étant c'est faible valeur ajoutée dans mon quotidien, 5 étant c'est une très forte valeur ajoutée. Et je prends un deuxième critère qui est la capacité à l'automatiser. Est-ce que c'est faible, plutôt 1 ou 2 sur 5? Est-ce que c'est très fort? Donc j'entends par là, est-ce que je peux trouver des étapes claires pour subdiviser ma tâche, pour dire si je donne un système, mon système il fera étape 1, 2, 3, 4, 5 et il arrivera au bout tout seul. Et ensuite, je vais, une fois que j'ai pondéré, donc je passe à la lettre T triée, je vais mettre tout ça sur une grande matrice visuelle. Donc sur ces deux axes-là, en horizontal, effectivement, la capacité à
avoir une valeur ajoutée, et en verticale, est-ce que c'est automatisable ou pas, et je vais mettre positionné dans une carte visuelle mes tâches. Et donc là, dernière étape qui est le i identifié, je vais dire ok, j'ai ma map visuelle, qu'est-ce que je fais? Et bien effectivement, tout ce qui est fortement automatisable et qui a de la forte valeur ajoutée, eh ben, il faut que je m'en occupe parce que je vais gagner du temps, c'est important pour moi et je peux gagner du temps parce que je sais que c'est automatisable. Idem pour ce qui est faible valeur ajoutée et forte capacité à automatiser parce que je n'ai aucun intérêt en tant que RH à passer du temps dessus, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Typiquement, relancer des candidats en process, je vais déléguer ça à un système automatisé. En revanche, tout le reste, tout ce qui est faiblement automatisable, en général, va devoir rester à l'humain, mais comme ça, je sais ce que je peux garder dans mon giron et ce que je vais confier à une machine en tout cas. Et de là, si vous le faites, croyez-moi, vous allez déjà pouvoir dégager des heures et des heures dans votre semaine en vous disant, OK, je sais là où je dois aller. Alors, c'était du coup ma question, c'est ouais, ok, mais combien d'heures je gagne par semaine en fait en faisant ça? Ouais. Est-ce que tu as un ordre de grandeur? Est-ce que je vais gagner 2 heures, 4 heures, 10 heures, 2 jours par semaine? Qu'est-ce que tu vois toi? Qu'est-ce que tu analyses? Moi, je pense que c'est au moins 2 heures, effectivement, qu'on peut gagner à la semaine. Je pense que c'est au moins 2 heures, voire plus, effectivement, si on fait le travail jusqu'au bout. Et je vais donner l'exemple du temple RH. Bon, ça n'a pas à voir avec le rôle des RH, ça a à Mhm. voir avec le rôle d'entrepreneur. Mais effectivement, on a considéré qu'au mois, on gagnait une grosse journée grâce au système automatique. Voilà, donc effectivement, si on le recalibre au niveau de la semaine, ça fait quelques heures. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Alors, j'automatise, mais alors, du coup, une fois que j'ai fait Opti, d'accord, euh, est-ce qu'il y a déjà des choses est-ce qu'on peut tout automatiser à ton avis? Ou quelque part, est-ce qu'il y a des zones interdites? Des sujets où tu te dis, il faut Ouais, surtout pas l'automatiser? il y a un peu des zones interdites, effectivement, quand vous allez avoir cette map visuelle. Bah, tout ce qui est Ouais. un peu dans la catégorie forte valeur ajoutée et faible capacité d'automatisation, bah, vous devriez le garder parce que finalement, c'est central dans votre rôle de RH et vous pouvez l'automatiser. On va dire par là, typiquement, un cas très concret, l'entretien finalement de licenciement ou l'entretien disciplinaire, ce genre de choses, ça ne s'automatise pas, c'est de l'humain. On va pas confier ça à un robot, donc ça, il faut le garder. C'est l'exemple le plus humain possible, je pense, dans la matrice. Et donc, tout ce qui est dans cette partie-là, il va falloir le garder. C'est tant mieux qu'on le garde finalement. Ah bah tiens, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur un sujet qui est l'automatisation des entretiens de préqualification. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? je vois très Et bien. là, je vois deux écoles. J'ai eu la chance de recevoir sur ce podcast le fondateur d'une société qui s'appelle Homogène. Et dans le métier, effectivement, c'est d'automatiser les entretiens de préqualification. Et j'ai adoré cet épisode. Il est vraiment top parce que j'ai trouvé ça pertinent. Et lui, son discours, c'est de dire 80% des candidats adorent ça. Et puis, quelques jours après, je me retrouve à HR Technology, HR Tech, et je rencontre le fondateur de Iago, qui lui a fait une enquête avec l'IFOP, et qui me dit totalement l'inverse. Ils me disent que 80% des candidats sont pas fans de l'automatisation et de parler à une IA pour l'entretien de préqualification. Eh ben, écoute, je me suis dit, mais où est la vérité dans tout ça? Et toi, avec ton regard, Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Alors, je pense déjà que les candidats sont pas fans. Ça, c'est ma perception du truc. Parce qu'effectivement, j'ai passé du temps à côtoyer des candidats, je l'ai dit avant de faire le temple RH. Et donc, j'ai parlé avec beaucoup de candidats et je pense qu'ils sont pas fans de ce genre de système. Maintenant, quand on se place côté RH, mon avis, la réponse, elle se situe un peu au milieu. C'est-à-dire que je verrai pas une IA qui parle et qui préqualifie. Je verrai plutôt un système post en fait discussion avec un RH. Un RH qui prend les informations de façon un peu semi-automatique, qui peut par exemple envoyer un formulaire avec des questions à répondre. Donc ça reste quelque chose qui est automatique mais qui n'est pas de l'IA. Et du post-traitement de données, finalement, de la post-analyse de data par l'IA. Ça, je le verrais mieux. Mais finalement, faire parler un candidat avec une voix non humaine, je ne suis pas fan de ce genre de solution. Moi, je préférais du traitement de data massif qui permettent en tout cas d'aller plus vite sur la préqualification. Je pense que la bonne solution, elle se situe quelque part par là. Ah, ok, intéressant ton point de vue. Dans le même esprit un peu de perception,
Tu vois, avant que je te pose la question de comment on fait pour automatiser sans coder, parce que moi je sais pas faire, mais tu vas nous expliquer. Quand on revient sur le travail que fait un RH, peut-être avec ta méthode Opti, tu vois, de tout catégoriser, il y a aussi des RH qui peuvent le faire en équipe, par exemple. Enfin, j'imagine, tu vois, on se réunit, équipe recrutement ou équipe administration du personnel, HRBP ensemble, enfin, j'en sais rien, tu vois, on se regroupe par métier RH. On utilise ta méthode. Comment faire aussi pour embarquer tout le monde et que pas des personnes se disent ouais mais attends, t'es en train d'automatiser les trucs juste pour réduire les coûts, voire réduire les effectifs, et puis demain mon job il saute quoi. Donc comment faire pour lutter contre des fois cette tentation d'imaginer qu'il y a un diable derrière l'automatisation. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de communication. Nous, on le fait au Temple RH, on le fait autant avec des startups, des scale-up que des PME, que bientôt des grands groupes aussi. Et donc, effectivement, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs, on va dire, réactions en fonction du type d'entreprise. C'est assez rigolo, mais je m'y attendais aussi. On le voit avec les startups et les scale-up, c'est assez facile. Oui, bien sûr qu'il faut aller sur l'automatisation et l'IA, on va le faire. Tout le monde est d'accord, de la DRH au DG, enfin vraiment tout le monde. Sur des entreprises plus classiques type PME, c'est un peu plus, ça patine un petit peu plus. Et se dire, alors attention, il va falloir bien réfléchir, etc. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce qu'on doit le faire? Donc c'est un peu plus fragmenté. Donc je pense que la première réponse, c'est d'avoir de la communication. C'est de dire, cette matrice Opti, faisons-la peut-être en équipe ou vraiment de façon réunie. Mettons tout le monde dans la boucle et voyons les perspectives que ça peut avoir. Et une fois que l'exercice est fait, ben, quel est le ROI finalement, quel est le retour sur investissement possible par rapport à ce qu'on a dessiné, et se dire, bon ben d'accord, on voit très bien qu'effectivement, il y a une partie qu'on va pouvoir automatiser sur laquelle on gagnera du temps, il y a une partie, et c'est ok, elle doit rester à l'humain. Donc finalement, ça répond un petit peu à cette question-là, c'est de dire, non, on n'automatisera pas tout et on va devoir rester responsable de ce système. Et quand même, si on pousse un peu le trait, même si on va automatiser des choses, il faut quelqu'un pour automatiser. Et donc, c'est ce que nous, on fait au Temple RH, c'est qu'on donne au RH cette capacité-là, cette compétence. Et donc, finalement, on n'est pas en train de dire on va supprimer des métiers, on va donner une compétence supplémentaire pour augmenter des métiers déjà existants. Donc, on va dire demain, qu'est-ce que ce sera? Et moi, c'est vraiment le rêve que j'ai pour la fonction RH, c'est je suis une fonction hautement stratégique qui a en main des compétences digitales. Je sais gagner du temps et je sais repérer là où je peux en gagner. Et quand j'ai besoin de le faire, je le programme tout seul. Voilà, donc finalement, c'est pas un métier qui disparaît, c'est un métier qui s'augmente. Et j'y crois, moi je veux croire en cette chose-là. Ok, alors Thomas, ben, comment je fais pour programmer tout seul? Alors, J'utilise un comment je fais pour outil, programmer tout seul? je fais du COBOL, programme de langage de vieux. Alors, ça pourrait, effectivement, un jour, on y viendra peut-être, hein, mais là, on n'a pas besoin d'une ligne de code. Quand on est RH, on peut faire ce qu'on appelle du no-code, on peut vraiment no-coder. Et donc, il y a des outils, je peux en citer un qui est mon outil préféré, qui est Zapier. Zapier, c'est un système pour automatiser, dans lequel on peut mettre juste de l'automatisation pure, donc j'ai dit tout à l'heure où il n'y a pas d'IA, ou alors faire des agents IA où on met un modèle LM derrière. Donc comment ça marche? Pourquoi il n'y a pas de ligne de code? Parce que c'est plugger des outils entre eux. Donc je l'ai dit aussi tout à l'heure, si on est par exemple dans la suite Google, on va dire, quand je reçois un message, par exemple un email, voilà, donc sur mon Gmail, je vais plugger un outil qui est peut-être d'envoyer une notification sur Slack à un manager. Et donc je vais me connecter à Slack, je vais me connecter à Gmail, et l'outil Zapier, il est incroyable parce que il lie ces outils entre eux. Mais la liaison, il l'a fait tout seul. Derrière, c'est du code effectivement qu'on ne voit pas. Nous, on a juste à prendre les outils et à les plugger entre eux. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est le prompt. Quand on utilise de l'IA, on va devoir dire, qu'est-ce qui se passe une fois que c'est passé? Est-ce que par exemple, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie par exemple, si je prends le cas du chatbot RH, quand j'ai reçu un message sur mon canal Slack, j'ai envie de répondre au collaborateur qui m'a posé la question, je dois faire un prompt. Je vais dire, OK, mon LLM, une fois que tu as reçu un message sur Slack, va voir la base de données Google Doc ou peut-être Notion, va trouver la bonne réponse parce que tu connais la question et renvoie la réponse adéquate à la personne sur Slack au collaborateur. Donc moi, en tant que RH, je vais faire ce prompt. Mais ce prompt, qu'est-ce que c'est? C'est pas du code, c'est du texte en français, hein, comme on le taperait sur ChatGPT. Je vais plugger les outils entre eux et puis, mon agent, il est prêt. Et là, j'ai fait 0 ligne de code. Et pour autant, ça fonctionne. Je l'ai fait, pour tout te dire, entre janvier et février, avec pas loin de 15 personnes en direct, en 1 heure.
l'agent IA, il était prêt et il marchait. Et les RH, elles me disaient, oh mais attends, on n'a fait aucune ligne de code, j'ai des gens qui viennent de le tester dans l'équipe, ça envoie les questions, ça envoie les réponses en automatique et moi j'ai rien fait. Ben, c'est incroyable. Ben, je pensais pas que c'était possible et en fait ça l'est aujourd'hui. Et est-ce que Zapier peut se connecter aussi aux outils, aux logiciels RH? Tu vois, je pense à la TS, je pense au SIRH, à Sila et on paye. Enfin, est-ce que tous ces outils-là, Zapier les connaît et on peut les connecter aussi entre eux? Alors, Zapier, il les connaît pas nativement. Il connaît beaucoup d'outils, mais il connaît beaucoup d'outils, on va dire, open source, qui sont ouverts. Donc, des outils qu'on connaît, des outils de gamme d'outils classiques. En revanche, alors c'est un travail qui fait au fur et à mesure. Zapier, il se met à jour régulièrement, mais pour l'instant, les outils que j'appelle propriétaires, il n'y a pas les liens. Ouais. Donc là, pour le faire, va falloir utiliser des systèmes un peu plus augmentés. Et pourquoi pas, quand on en est là, faire appel effectivement à son service technique en entreprise parce que faut mettre en place ce qu'on appelle des API, donc c'est des liens particuliers pour connecter les outils. Et donc, typiquement, ce que tu proposes, se connecter à un outil comme Sila ou Lucas, là, il va falloir passer par du développement un peu plus traditionnel. C'est pas faisable à la main. En revanche, moi, ce que je dis souvent, c'est faites un POC, une preuve de concept sur des outils, on va dire, maison, sur peut-être un ATS maison avec Notion, quelque chose comme ça. Et quand ça fonctionne, allez voir votre service informatique qui va savoir faire le portage sans trop de difficulté. C'est pas forcément le rôle des RH de le faire. Le rôle des RH, c'est de comprendre comment, à un petit niveau, on peut déjà faire quelque chose de fonctionnel et de passer les billes après au son service SI pour pouvoir faire le reste du travail. Et toi, ça, tu le fais pas, toi, par contre, Thomas. Toi, Alors ça, je le fais pas. Ouais. Moi, ce que j'apprends à faire, c'est, si tu veux, l'intermédiaire et comment est-ce qu'on parle à son service technique pour ensuite aller plus loin en donnant les bons arguments. Parce que je redis, hein, mais c'est un rôle de développeur informatique. Et aujourd'hui, moi, je suis dans un rôle, au Temple RH, on est dans un rôle de formateur et pas, si tu Ouais. veux, d'intervenant, de prestataire. Il y a des gens qui le font très bien Ouais, ok, je comprends. par ailleurs. Voilà. Je comprends. T'as cité un mot qui est devenu à la mode depuis 3 ans, qui est le prompt. Ouais. Je pense qu'on a tous découvert ce mot à l'arrivée de ChatGPT, même s'il existait avant. Et tu disais tout à l'heure qu'il faut savoir écrire son prompt. Oui. Comment faire pour qu'un RH euh, monte en compétence sur la rédaction d'un prompt de qualité pour qu'effectivement ce soit bien pris en compte, soit par une IA générative ou soit par Zapier dans le cas particulier que tu citais. Ouais, alors je peux dire deux choses. Je peux donner déjà le conseil un peu générique, c'est de pratiquer. Comme dans tout au niveau professionnel, on est meilleur quand on se met à créer des prompts et on fait de meilleurs prompts. Et ensuite, je peux peut-être donner, si tu veux, un framework, si ça peut intéresser en tout cas Mmh. les auditeurs. Il y a un framework qu'on a fait au Temple RH, donc vraiment qui est par étapes. Moi, je vous conseille de mettre des balises, voilà, parce que le LLM, ça reste un système informatique, donc c'est un robot, donc il aime bien, comme quand on fait du code HTML en programmation web, il aime bien avoir des balises, donc par exemple des accolades, ce genre de choses. Ça vous permet de structurer aussi votre prompt. Donc effectivement, c'est de commencer par le rôle. Le rôle, ça va être qui tu es en tant qu'IA et quel en tout cas manteau tu prends pour atteindre. Deuxièmement, c'est quoi un objectif? Donc la balise objectif, qu'est-ce que tu dois faire? Quel est finalement l'objectif que tu dois atteindre? Ensuite, quand on en est là, on va donner ce qu'on appelle la requête utilisateur. Donc c'est un peu schizophrène, mais c'est de dire à l'IA, demande-moi des choses pour travailler. Il faut lui dire, bah, tu vas devoir me demander ça, ça, ça et ça pour faire ton travail. Donc c'est la balise que j'appelle la requête. Ensuite, la balise requête, donc requête, je l'ai déjà dit, pardon, la balise process. Donc ça, c'est assez paradoxal, mais plus les LLM évoluent, et plus, en tout cas, on a besoin de leur dire finement quelles étapes ils doivent suivre pour avoir un résultat qui soit pertinent et abouti. Donc c'est dire, pour faire ton objectif, tu vas devoir faire étape 1 ceci, étape 2 ceci, étape 3 cela. Donc c'est d'être assez, on va dire, verbeux et de l'expliquer ce qu'il va faire de A à Z. On en arrive à la partie après qui est sur le ton et le format. C'est de dire, tu vas donner une réponse qui soit peut-être plutôt amicale sur un ton où tu vas tutoyer ou tu vas être généreux. Bon, c'est quelque chose qui va falloir déterminer. Le format, c'est est-ce que l'IA va répondre par peut-être juste des bullet points ou du texte directement ou une image. Bon, c'est quelque chose qu'on doit définir. Et puis finalement, la dernière partie, ce sont les contraintes. Donc les contraintes, ça va être, écoute, et surtout à l'ère de l'IA, ça va devenir important. Tu ne dois pas répondre si je te demande des informations personnelles, des informations sur la santé peut-être des collaborateurs. Tu dois rester dans les cadres. Donc voilà, c'est tout un tas de contraintes qu'on pourrait avoir aussi en tant qu'humain
pour border on va dire sa sortie et ce qu'il va être capable de générer, parce qu'il peut être très verbeux, le LLM. Et on va dire, dernière étape qui est un peu un bonus, c'est de dire la condition d'arrêt. La condition d'arrêt, ça va être à quel moment est-ce que tu t'arrêtes d'écrire pour justement limiter la capacité de sortie qu'il va avoir, hein, pour pas qu'il soit trop long dans sa réponse. Eh ben, c'est de dire quand tu as respecté les contraintes, quand tu as bien atteint ton objectif et voici comment tu sais que tu l'as atteint, arrête-toi et ne fais plus rien, n'écris plus. C'est un peu ta condition de sortie. Donc ça, c'est un framework que vous pouvez utiliser pour vraiment baliser votre prompt. Donc il va être beaucoup plus long que prévu. Mais je dis souvent, il vaut mieux un prompt long du premier coup qui a une bonne sortie plutôt que de faire un petit prompt et de devoir itérer 50 fois avant d'avoir un bon résultat. Voilà. Ouais. Qui est pas toujours. J'ai fait ça au début, moi, hein, pour être très honnête. Donc, j'ai progressé, hein, sur le sujet, mais effectivement, au Ouais, c'est un début, peu c'était. la... J'ai découvert au fur et à mesure, hein, en fait. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est nul, quoi. Je vais pas passer mon temps à corriger mes prompts ou voilà. Et moi, j'aime beaucoup, je le fais beaucoup, hein, lui demander de me poser des questions, en fait. Et du coup, ça me permet de voir assez vite les sujets que j'ai oubliés, etc. Et mine de rien, les questions sont quand même globalement très pertinentes, hein. Donc, ça aide à grandir. T'as parlé de sujets qui sont un peu interdits. Là, on sait que il y a l'IA Act en France, enfin Ouais. en Europe, hein, plus largement d'ailleurs. Euh, c'est quoi, toi, pour toi, les 2, 3, 4, 5 points no-go d'un RH? Qu'est-ce qu'il doit absolument pas faire et à ton avis, les 2, 3 obligations majeures qu'il doit respecter aujourd'hui, quoi? Ouais. Alors effectivement, là-dessus, il va falloir faire attention déjà aux données personnelles. Donc passer des données, on va dire, sur des personnes qui peuvent en tout cas les faire reconnaître en tant que personnes. Donc on entend nom, prénom, adresse email, hein, qui peut permettre de reconstituer un nom, un prénom. Ça, c'est pas possible. Donc il va falloir anonymiser les données. Si vous passez par des IA, alors encore plus si elles sont propriétaires aux États-Unis, hein, parce que là, on envoie des données à l'étranger, donc c'est pas terrible du point de vue de la réglementation. Il va falloir être transparent aussi sur le fait que vous utilisez l'IA du point de vue des collaborateurs. Donc ça vaut par exemple pour l'agent IA. Quand vous avez un chatbot, il faut que l'agent puisse dire bonjour, je vais répondre à ta question, je suis une IA. Voilà. Ça, c'est un besoin qui est énoncé dans l'IA Act, le besoin de transparence. Et enfin, vous avez en tant qu'RH un troisième gros point qui est d'être capable d'avoir de la traçabilité sur les décisions que prend un système IA. Donc par exemple, si vous avez un système qui vous aide à préqualifier des candidats, il faut que vous soyez en capacité de tracer l'ensemble des décisions qu'il a prises, donc de les journaliser par exemple dans un document, et surtout de superviser, de garder le dernier mot. Donc c'est complètement interdit de faire prendre une décision liée par exemple à une embauche, à une promotion ou à une quelconque évolution d'entreprise uniquement par un système IA. Il faut que la décision revienne à un humain. Donc ça, c'est très important en tant qu'RH de le garder à l'esprit. Et donc finalement, voilà, c'est des sujets qui vont arriver sur la table dans pas si longtemps que ça, parce que l'IA Act a été un peu reculé, je crois de mémoire en 2027, mais il faut commencer à les prendre en considération, parce que si on construit des systèmes qu'il va falloir après modifier, ça va Oui. être plus compliqué. Ouais, puis de toute façon, c'est aussi de l'éthique. Enfin, je dirais qu'au-delà de la législation qui Bien contraint, sûr, il y a juste de l'éthique. On n'aimerait pas que ses propres données elles circulent partout. Donc, est-ce que t'as pas envie qu'on te le fasse? Faut pas le faire aux autres non plus, quoi. Et exactement. tiens, tu vois un truc que j'ai trouvé hyper intéressant. Je raconte ma vie, mais j'utilise pour mon cabinet de recrutement Renda un ATS qui s'appelle Jarvis. Et Jarvis, si tu vois, t'as un chat donc qui est une IA. Tu lui poses toutes les questions et quand le chat il sait plus répondre, il ouvre un deuxième chat en disant, hey, je passe la main à un humain. Et après, c'est un humain qui répond. Et ça, il le fait tout seul. Et je trouve ça mais tellement brillant. Tu vois, moi, donc, en fait, je pense qu'il répond à tout le guide utilisateur. Par exemple, tout est structuré dedans. Et quand ça sort de son champ de compétences, l'IA n'invente rien. Elle bascule tout de suite sur une connexion avec un autre chat 100% humain. Ça, on pourrait le faire, hein, sur un chatbot RH. C'est totalement transposable, en fait. On Ah, pourrait, on peut le faire ouais, on l'a déjà fait avec une quinzaine de RH, c'est ce ouais, que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est dans les ouais. contraintes qu'on va spécifier. Si tu ne sais pas, n'invente pas, renvoie vers un humain, peut-être écrit à telle adresse email, et ça fonctionne très très bien. On l'a testé dans des cas un peu limites et l'IA s'en sort bien, en tout cas, et c'est dire, là je ne sais pas, je renvoie vers tel humain, on peut vraiment le préciser, ouais. Ouais, ça limite les risques et les fameuses hallucinations d'outils IA, quoi. Donc, Tout à fait. hmm. Ok, très 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 cool. Est-ce que demain,
on pourrait prédire les démissions avec l'IA. Tu vois, on Alors, pourrait je pense que automatiser ça les va choses arriver. qu'il faut. Ouais, on pourrait se dire 6 mois avant, on va te dire Thomas, je pense qu'il faut que tu échanges avec Thomas parce que il va partir si tu fais rien. Bah, tu vois, je sais pas. Ouais, je pense que ça va arriver. Et alors, c'est pas déjà, c'est pas encore de la science-fiction, tu vois, Florence, ça existe déjà en partie, mais plutôt chez nos confrères américains. Je sais que j'avais lu un cas d'usage sur Amazon qui a commencé à faire ce genre de choses, à dire, voilà, analyser les données en tout cas salariés en temps réel et à commencer à prévoir des risques de turnover. Et à remonter des alertes. Donc c'est pas vraiment du futur en mode science-fiction. Ça va arriver parce que ça existe déjà aux États-Unis. Donc je pense que c'est qu'une question de mois ou d'années avant qu'on le fasse aussi. Alors évidemment, nous en France, on va mettre des carcans, je pense, un peu plus solides que nos confrères américains. Mais en tout cas, c'est des choses qui se font déjà. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il faut que ça se fasse dans le respect voilà, des personnes et de ne pas pouvoir les solliciter en disant ah, j'ai l'impression que tu vas partir. Je pense que c'est un peu irrespectueux. Il faut que ça se fasse dans les bonnes conditions, mais ce sera certainement un outil, j'espère, pour dans des secteurs où il y a beaucoup de turnover, pour pouvoir faire en sorte de le réduire, hein. Moi, je le vois comme une solution plutôt que comme une contrainte aujourd'hui, si on arrive à le faire. Ouais, très clair. T'as d'autres exemples là? Tu nous parles d'Amazon Est-ce que t'as d'autres exemples de sujets d'IA et d'automatisation, IA ou automatisation qui t'ont bluffé et tu te dis mais un jour ça va venir chez nous, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Je vais en donner deux français et un autre américain. Faut quand même dire ce qu'on fait quand même en France, hein. La SNCF, moi j'ai vu, ils ont fait ce fameux chatbot RH qui répond aux questions récurrentes pour réduire la charge administrative des équipes RH. Et eux, ils sont allés beaucoup plus loin. Alors justement, pour ce besoin de ne pas donner les données, en tout cas d'entreprise, à l'extérieur, ils ont codé un peu le ChatGPT SNCF. Ils ont codé leur LLM. Voilà. Donc ils se sont basés sur un LLM existant. Ils ont décliné ça et ils ont un LLM qui est on-premise, hein, qui est hébergé en fait directement sur leur serveur. Chez eux, les données ne partent pas. Et donc, effectivement, ils ont fait quelque chose de puissant qui répond aux questions. Donc, je ne l'ai jamais vu tourner. Mais effectivement, je sais que ça fonctionne. Un équivalent aussi d'une entreprise peut-être plus connue, en tout cas où j'ai pu voir que ça marchait en direct, c'est chez Penny Lane. Penny Lane, ils ont fait le chatbot RH qui répond aux questions sur Slack. Et donc, on voit que ça tourne à plein régime. Il y a effectivement des questions, des réponses, et donc l'IA répond à chaque fois en quelques secondes, et on voit toutes les réponses qui se font. Et donc c'est vraiment, je trouve que les équipes ont pris en main l'utilisation et ils l'utilisent tous les jours, et donc on voit que ça tourne bien, que ça répond en tout cas à un besoin. Il y a un autre cas que j'avais vu chez une grosse boîte de conseil qui est Accenture. Eux, ils ont fait ce que je pense va arriver en premier quand on aura le niveau suffisant, en tout cas sur tout ce qui est agentique, c'est des recommandations personnalisées en formation en fonction des compétences et des aspirations des salariés pour Ouais. dire voilà, voici votre parcours, voici ce que vous devriez faire en termes de formation. Je pense que c'est le prochain gros pôle qui va arriver, c'est vraiment la formation, et on verra si j'ai raison dans quelques mois. Et autre exemple aussi qui fait un peu tiquer, en tout cas, mais qui dit que ça va arriver un jour, mais qui pour moi est border, c'est Johnson Johnson, un grand groupe pharmaceutique américain, qui fait des recommandations personnalisées, alors accrochez-vous, en matière de santé, de nutrition pour les salariés, en disant attention, d'après les infos, vous devriez manger plus de fibres, ce genre de choses, ou vous devriez aller consulter ou perdre du poids. C'est un peu cet ordre-là, je ne l'ai pas vu tourner, mais c'est un peu ça que j'ai lu dans l'article. Et alors ça, je pense que nous en Europe, ça passera pas avant un moment parce que c'est quand même assez border, hein. C'est des données de santé, c'est très personnel, c'est très RGPD, et nous, on va devoir faire attention à ça. En fonction de ce que tu as mangé ce midi à la cantine du restaurant, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses, quoi. C'est ça. Donc, je pense qu'en Europe, on a du temps avant de s'y mettre parce qu'effectivement, on a un cadre et heureusement, je trouve sécurisant qui est la RGPD pour pouvoir se prévenir ce genre de choses et j'espère qu'on fera attention. Ouais, ça c'est clair qu'on est et je suis moi-même un Français, on est champion pour chouiner et se plaindre de des législations et il y en a des fois qui nous étouffent, hein. Ouais. Quand on est RH, et alors quand on est entrepreneur, on en découvre plein. Mais il y en a certaines qui ont quand même leur place et qui amènent un minimum de garde-fous pour que ça parte pas n'importe comment, quoi. Donc voilà, faut prendre du recul par rapport à tout ça, évidemment, c'est clair. Si on parle un peu d'évolution de la fonction, Ouais. euh, tu affirmes que l'IA modifie quelque part la grammaire de la connaissance. Tu as déjà dit ça plusieurs fois. Qu'est-ce que ça signifie, toi, pour la transmission des savoirs en entreprise? Quel va être
l'avenir de la transmission des savoirs en entreprise? Est-ce que le fameux junior qui est accompagné par un collègue plus expérimenté va disparaître et c'est l'IA qui va le former? Comment est-ce que tu vois un petit peu ces sujets d'avenir? Ouais, je pense que la transmission va pas nécessairement disparaître parce que on peut apprendre beaucoup de choses grâce à l'IA et se dire finalement j'ai plus besoin de mentor, j'ai plus besoin de quelqu'un qui me forme, mais je pense pas que ça va arriver. Moi, je pense qu'on va garder ce rôle quand même de transmission. Et surtout, l'IA ne va pas tout faire. Effectivement, pour moi, il y a un usage qu'on doit avoir raisonné et intelligent de l'IA. Donc, c'est de se dire, je ne vais pas substituer l'usage que je peux faire d'une IA à l'effort intellectuel et au jugement humain que je peux avoir. Donc, en tant qu'individu, je peux quand même réfléchir et raisonner. Donc, j'ai pas besoin forcément d'un système à tous les usages. Il faut que je réfléchisse. Il faut que j'ai aussi, on va dire, une vision critique de l'outil que Ouais, je peux utiliser, que je dois utiliser. Voilà. Et surtout, voilà, je vais pouvoir en tout cas continuer à apprendre. Tout ne peut pas se faire avec l'IA. J'ai besoin en tout cas de me former sur des choses que l'IA fera mal, elle ne pourra pas faire à ma place, c'est-à-dire avoir un savoir spécifique. Donc, c'est comprendre par exemple quand je suis RH, voilà, savoir effectivement, peut-être au premier coup d'œil, un CV, est-ce que ça va matcher ou pas, parce que j'en ai vu des milliers et que je sais lire entre lignes ce qu'une IA ne peut pas faire parce qu'elle ne voit que les lignes. Donc, ça, c'est quelque chose de très important et finalement garder un œil critique en tant qu'humain sur ce qu'une machine ne pourra jamais faire. Alors moi je le dis, hein, c'est vraiment la thèse que je soutiens, c'est de dire l'IA va nous aider à être plus productifs, hein, voilà, à nous éclairer comme tu as dit au départ, mais c'est l'humain qui va rester décisionnaire, qui va assumer la responsabilité de ce qu'il fait. Donc pour moi, on va arriver dans un monde où je pense que le salarié sera augmenté, ce sera un bâtisseur de systèmes, ce sera un architecte en tout cas d'outils, mais il devra continuer à apprendre et le rôle de la transmission ne va pas s'arrêter, j'espère, de sitôt. ouais, et avoir une pensée critique quelque part de plus en plus importante, hein, de pouvoir C'est ce qui va être faire la capable différence, hein, de. finalement, hein. Ouais, ouais, Ouais. ouais, je suis très en phase avec toi. Et du coup, c'est un véritable sujet. Tu vois, j'ai rencontré une équipe RH dans une ETI là, et qui me parlait de l'IA. On parlait de ce sujet-là. Moi, je ne forme pas l'IA comme toi, hein, mais on parlait de ce sujet-là. Et il me disait, ouais, mais bon, nous, on n'a pas trop le temps, donc on a laissé ça à la DSI. Et moi, j'ai trouvé ça hyper dangereux. Hein, je dis pas qu'il faut pas que la DSI soit impliquée, bien au contraire, tu l'as même dit à un moment, ça peut être Ouais. nécessaire. Mais moi, je reste convaincu que nous, fonction RH, il faut qu'on s'approprie absolument ces sujets d'intelligence artificielle, qu'on s'y intéresse sans se transformer en geek ou en ingénieur parce que c'est pas notre métier et on a plein d'autres choses à faire. Mais je pense que là, il y a encore un gros travail de sensibilisation là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas. Ouais, c'est un gros sujet. Moi, j'appelle ça un gros sujet de gouvernance. C'est se dire finalement qui est responsable de cette notion. Et donc, je pense que chacun a ses responsabilités. La partie un petit peu de la DSI, ça va être de dire quand il va falloir mettre les carcans justement pour faire attention de bien héberger nos données en interne, de ne pas entraîner des modèles à l'étranger, de mettre peut-être des pare-feux, ce genre de choses. Ça, c'est du rôle des responsables techniques. En revanche, le RH, il est, on va dire, aux premières loges pour comprendre le besoin, pour capter le besoin des collaborateurs. Donc, capter ce qu'il y a besoin de faire en termes d'outillage, capter aussi le besoin, il est à l'épicentre hein, des managers, de gagner du temps, de faire des choses un peu plus évoluées, de faire évoluer aussi des outils parce que il faut gagner en efficacité et finalement de faire une charte d'utilisation. C'est plutôt le rôle pour moi des RH de le faire. Donc oui, il y a de la sensibilisation à faire. Le RH va pas devenir un rôle purement technique, mais pour moi, ça va devenir un rôle à la fois stratégique et d'architecte, parce que il est au centre de tout le monde. Et donc finalement, si le RH ne se saisit pas de ce rôle-là, on va, je pense, mettre du temps à intégrer l'IA en entreprise parce que ça va pas venir du bon endroit. Donc je pense que les responsabilités, elles doivent être partagées et j'espère qu'il y aura peut-être un jour autour de la table ce sujet qui vient et de se dire on a compris que les RH sont centrales dans cet écosystème et doivent être formés aussi quoi. J'espère que ça va arriver. C'est pas que de la responsabilité du DG, c'est pas que de la responsabilité du service technique, c'est un sujet qui est partagé. Pour ma dernière question, hein, si tu avais une baguette magique, Ouais. hein, tu es la fée Thomas, quelle tâche RH tu ferais disparaître à jamais du monde du travail? Qu'est-ce que tu C'est une pourrais bonne supprimer question. définitivement ou l'automatiser définitivement pour tout le monde, tous les RH de France et de Navarre?
Non, mais je pense qu'on va y revenir, hein. C'est le fait de ne plus répondre par email ou par canal d'équipe ou par que sais-je quel canal, toujours aux mêmes questions où c'est toujours la même réponse en fait, hein. Combien j'ai le droit de congé parce que j'ai un enfant, tiens, je vais me marier, combien je peux prendre, tiens, en fait, comment ça marche si je veux faire telle ou telle chose, tiens, en fait, pourquoi dans mon bulletin de paie, j'ai les tickets resto et des fois ils sont pas pris en compte. Bon, en fait, les questions qui sont toujours posées, auxquelles on donne tout le temps la même réponse, parce que je pense que c'est ce qui fait perdre peut-être 80% ou plus du temps aux RH qui ne font que se répéter et vers qui, en fait, c'est pas que à l'écrit, on va leur poser des questions dans leur bureau. Tiens, en fait, je posais des congés, ça marche comment? En fait, non, faut arrêter. Il y a un robot qui peut répondre très bien parce que c'est toujours la même réponse en fait, hein, qui peut répondre à leur place. Ouais, donc il y a aussi un travail effectivement du coup de communication interne et d'éducation des collaborateurs pour leur dire tu t'adresses au robot RH de ma boîte et Qui saura très bien si ça devient répondre. trop complexe et qui saura revenir vers moi si elle ne sait pas répondre plutôt que répondre des Voilà, bêtises quoi. évidemment. Pour pouvoir arbitrer, des fois, Voilà. il y a des cas un peu plus complexes, mais en tout cas, je pense que Ouais, c'est capable de retirer une charge mentale, mais énorme du quotidien des RH si on automatise ce truc-là. Et c'est ce qu'on fait en premier quand on fait des agents dans nos formations du Temple RH, c'est vraiment ce chatbot. Et c'est époustouflant. Et quand les gens voient ça, c'est franchement, ça vaut le détour. ouais, ça change leur vie là. Ça change le quotidien en tout cas. Exactement. Donc est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé, une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose sur le sujet? Ou un message que tu Je voudrais faire pense, passer, qui est pas encore passé? ouais. Je pense qu'on a fait, on a fait pas mal le tour, en tout cas, de ces Mm. sujets-là. Ouais, le message, on va dire un petit peu pour le mot de la fin, ce serait de dire RH, saisissez-vous en tout cas de n'ayez pas peur. Saisissez-vous de cette nouvelle technologie parce que ça ne va faire qu'accélérer et ça va continuer à se développer. Et votre rôle, ce n'est pas d'être un rôle admin, c'est d'être un rôle stratégique augmenté et prenez-le en main. Vous n'allez pas devenir des développeurs et vous allez gagner beaucoup de temps, donc sautez le pas, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Ok. Tu aurais une anecdote pro à nous raconter qui t'est arrivée depuis que t'es dans le monde RH, qui t'a marqué, qui t'a bluffé, qui t'a surpris, qui t'a ému, je ne sais pas. Alors j'en ai pas une dans le monde RH. Hmm. Figure-toi, mais je peux peut-être en donner deux. Je sais pas si j'en ai une avant en fait. J'en ai préparé une pour avant. Eh ben vas-y. Euh, Allez, je vais faire celle dans le monde RH et après je vais donner l'autre. Ouais, effectivement, c'est assez récent. Eh ben, c'est d'avoir mis justement, c'est la même chose, hein, c'est d'avoir mis en place ces fameux agents et de voir l'émerveillement dans les yeux de ceux qui l'ont fait, parce qu'ils l'ont fait tout seuls. On est arrivé au début de l'heure, c'était une séance d'une heure hein, de formation, et on est reparti en disant waouh, ça marche. Ça marche et l'équipe a déjà fait des tests, et même le service technique a dit que c'était incroyable. Voilà. Et En donc une moi j'ai heure. entendu ça, j'ai dit en une heure. En une Ah, heure. c'est énorme. C'est énorme, pardon. Et C'est j'ai dit, énorme. là j'ai tout gagné en tant que formateur. Parce que on a positionné dans la boîte, on a positionné le service RH au top niveau. Ça s'est fait sans friction. Ça s'est fait un partage d'écran. Ça a marché du premier coup. Et je sais les heures qu'elles vont gagner derrière. Donc ça, c'est une fierté, en tout cas en tant que formateur. Je retiendrai celle-là. Le ROI temporel, il est énorme, quoi. Donc, Ouais, si en une heure, tu fais gagner des heures, c'est tout bénef, quoi. Donc, top. exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a des RH que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast, soit des RH dans le métier ou des experts des gens que tu aimerais entendre, où tu te dis ces gens-là ont des chouettes choses à raconter. Ouais. Alors, je sais plus si ça a été fait. Excuse-moi si c'est le cas, mais Ouais, effectivement, on a dis-moi. parlé beaucoup de Jarvis tout à l'heure. Si Ouais, tu as pas interrogé les gens de Jarvis, je pense que c'est une bonne idée parce que justement, ils font un système qui est canon. ouais. Ils ont mis en place de l'IA, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup d'automatisation aussi, et je pense que c'est un cas d'école pour les RH qui veulent utiliser des outils et prendre en main des outils. Donc je sais pas si les gens de Jarvis sont déjà venus. Si, C'est déjà fait. Quentin est déjà, Quentin, ben en fait, il est passé je dirais un peu au début de Jarvis. Après, je suis hyper cash, hyper transparent. Je suis actionnaire de Jarvis, moi, à titre personnel. Donc, je ne veux pas non plus profiter de ce podcast pour valoriser plus une marque qu'une Ouais, autre. Donc, je veux pas les réinviter 15 fois, tu vois. Donc, bien sûr. mais par contre, ça a tellement évolué entre ce qu'était Jarvis au début et ce qui est devenu Jarvis Ouais. aujourd'hui, que pourquoi pas. Donc, ton idée, elle est pas inintéressante. Faut que j'en discute avec eux et de voir les sujets dont ils pourraient parler. Du coup,
Euh, Ta veille professionnelle, j'imagine que tu en fais une importante en RH, aussi une importante Ouais. en IA. Comment tu l'as fait? Est-ce que tu l'as automatisé? Du coup, j'aimerais tes secrets pour faire ta veille, quoi. Ah, bien sûr, ouais. Alors, paradoxalement, je l'ai pas automatisé tant que ça. Bah alors, Parce que je suis j'aime bien surpris là. passer du temps à lire des choses. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est très automatisable, hein. Je l'ai eu fait à une autre époque sur d'autres sujets. Finalement, c'est quoi faire une veille automatisée? C'est recevoir des liens qu'on appelle des liens RSS, hein, c'est-à-dire traquer des flux et peut-être se pousser les informations principales, les liens sur un canal Slack ou par email. Bon, en fait, ça demandait un peu de temps à réduire la verbosité parce que j'avais saturé au bout d'un moment mon Slack et je m'étais dit bon tant pis, je le referai, je l'ai pas encore fait. Donc là je suis assez manuel et finalement je trouve que c'est bien. Justement, hein, pour garder l'esprit critique et de passer du temps aussi à le faire en tant qu'humain. Alors, je vais donner des noms. Alors, moi, je suis très US en termes de veille, pour tout vous dire, ou en tout cas de créateurs étrangers sur l'IA. Donc, j'ai beaucoup sur LinkedIn, j'ai Ruben Assid, qui est un Israélien, qui fait des choses incroyables sur l'IA, et donc je suis beaucoup. J'ai Anisha Jain, qui est pas américaine, non, qui est plutôt anglaise, voilà, qui fait en fait de l'IA pour la rédaction de contenu et la production de documents en tout cas. Donc ça c'est très intéressant. Je la suis aussi beaucoup sur LinkedIn. Et après, figure-toi que je suis, en tant qu'ancien tech assumé, beaucoup de développeurs de chez OpenAI, de chez Nvidia qui partagent des choses, où je vois les dernières tendances en tout cas qui se font. Je suis de grands chefs d'entreprise comme Benjamin Smith qui est le CEO d'Air France, Patrice Kane qui est le CEO de Thales. Thales qui est mon ancienne boîte en tout cas en tant qu'ingénieur pour voir ce qui se fait en termes de cybersécurité, d'IA et de défense, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et après, comme tout geek qui se respecte, je vais beaucoup surtraîner sur des forums comme Reddit pour regarder ce que font les développeurs en IA et qu'est-ce que je peux extraire et intégrer dans les RH pour faire gagner du temps à la fonction. Voilà. Ok, très très clair. Allez, mon avant-dernière question. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Si oui, lesquels? T'as pas le droit de citer le mien ni celui de Maud. Ouais. J'écoute des podcasts, mais pas des podcasts véritablement RH. Alors assez peu. Ok? Bon, on va dire j'écoute des podcasts entre deux parce que il est co-animateur. J'écoute le podcast où co-anime Alexis Eve, qui est qu'on connaît bien, Oui. qui est dirigeant. J'oublie à chaque fois le nom de sa boîte, mais ça va me revenir. Yaniro. Yaniro, voilà, qui est le dirigeant de Yaniro, merci, qui co-anime avec Benoît Dubos, en tout cas un podcast, on va dire, entre le marketing, un peu de psycho, et il parle aussi un peu RH, donc moi j'aime beaucoup. Donc je vous J'écoute de invite temps en temps, à c'est des regarder fois celui-ci. c'est des dialogues et des fois ils partent en cacahuète, c'est assez rigolo. Ouais, Donc, j'aime beaucoup. Alors en plus, j'ai rencontré Alexis Eve dans le cadre du Temple RH et c'est un gars super. Et effectivement, c'est très chouette de discuter avec lui. Donc j'adore ça à son niveau aussi de réflexion. Et après, on va dire que c'est des podcasts un peu plus inspirationnels. Alors moi, je suis très créateur de contenu, donc j'écoute le podcast de l'institution en particulier parce que je trouve ça inspirant. Voilà. ok, ouais, ok, cool. Cool. Bon, alors si on veut te contacter, on peut te trouver au Festival RH. Ça, c'est début octobre, hein, les 1er et 2 octobre prochains. Mais en attendant, parce que on va diffuser l'épisode ce mois de mars, Ouais. c'est dans 6 mois. Donc, si on a envie de te parler avant, on fait comment? Et ben c'est surtout LinkedIn. Je pense que c'est là où tout se passe en tant que créateur. Il y a beaucoup de monde aussi en RH et je suis à fond sur mes messages LinkedIn et je réponds à tout le monde et tout le temps. Voilà. Est-ce que tu aurais une astuce pour automatiser les messages qu'on reçoit dans LinkedIn pour qu'ils arrivent dans mon Gmail de manière propre et sans que ce soit les messages automatiques de LinkedIn qui sont moches là. T'as Oh pas là un là, truc parce que j'en peux plus de la messagerie LinkedIn. Elle est comme je te horrible. comprends, j'aimerais beaucoup, Florent. J'ai encore eu la question pas plus tard qu'hier et je t'assure que c'est vrai. Et je vais répondre la même chose. Malheureusement, on peut pas parce que LinkedIn aime pas qu'on automatise des choses chez lui. Donc, il bloque tout. Hmm. Ouais, c'est Donc, un on peut enfer. pas parce que l'API, elle est bloquée. Voilà. Juste un enfer absolu. Elle est géniale parce qu'elle Elle est est. pratique, Ouais, mais elle est mal faite. Voilà. Je sais pas comment elle a été conçue, mais elle est mal foutue. Donc, mais c'est bon, clair. j'ai beau le dire, je pense que LinkedIn n'écoute pas, on en a rien à faire de mon opinion. On va demander à Maud, peut-être Je- qu'elle pourra monter l'info. Je vais le noter, je vais le Ouais, demander. tu peux lui dire à mode. Bon, bah, en tout cas, un grand merci Thomas. Un grand merci pour ton temps, pour tes messages, pour tes convictions. Bah, je te dis à bientôt. On se reverra nous forcément prochainement dans la vraie vie, hein. C'est vrai, je l'ai pas précisé, mais on était en mode visio parce que je suis à Rennes, t'es à Strasbourg et Ouais. si on attendait de se voir à Paris, on allait perdre trop de temps pour enregistrer. Donc
C'est rare que j'enregistre en visio, mais je le fais de temps en temps. Au plaisir de te recroiser, Thomas. On se recroisera évidemment au festival, ça c'est sûr. Venez toutes et tous au festival RH les 1er et 2 octobre. Il faut que ce soit sold out fin avril, quoi. Exactement. Ouais, voilà. Et au plaisir en tout cas. Merci beaucoup, Florent. Un grand merci. À très vite. Allez, ciao, Thomas. Salut. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!